Attends, cale mon énorme postérieur. Ah, on est pas mal. Hi guys, bienvenue dans ce nouveau podcast Times New Romance où on décrypte des petits sujets autour de la littérature, notamment autour de la romance et de la fantasy. Par avance, veuillez excuser ma voix enrouée. Si ça vous gêne, vous n'avez qu'à remercier ma mère qui a décidé de me refiler sa grippe d'avant-rentrée. Dans ce premier épisode, on va aborder une thématique qui fait grand débat sur les réseaux sociaux littéraires. Le smut dans la new romance. Je vais pas trop m'attarder sur l'aspect du smut dans la fantasy puisque je trouve que c'est encore un sujet à part. Donc là, on va vraiment parler principalement du smut dans la new romance, donc dans la romance contemporaine. Et oui, parce que première info, déjà la new romance, ça n'existe pas. Entre gros guillemets. En fait, le terme new romance, il a été déposé par Hugo Publishing il y a quelques années pour du coup leur collection Hugo Publishing New Romance, dont vous avez quelques exemplaires derrière moi. Donc, grosso merdo, la new romance, c'est pas quelque chose qui est réellement défini, même si on l'a défini avec le temps, en utilisant notamment ces termes-là comme des adjectifs pour qualifier un livre. La new romance, c'est la contraction de romance contemporaine et de new adult. Donc, en gros, c'est de la romance qui met en scène des personnages qui entrent dans l'âge adulte. Là-dedans, on englobe les romances universitaires, les romances un petit peu boss employee et les romances où les personnages ont entre 20 et 30 ans puisqu'on considère que c'est cette décennie-là où on est des nouveaux adultes. Voilà donc déjà pour ce premier debunk, la new romance entre guillemets ça n'existe pas, mais je vais quand même continuer à utiliser ce terme puisque personnellement j'adore les anglicismes. Je sais qu'il y a des puristes qui existent sur cette terre qui sont en mode on doit arrêter les anglicismes, on doit absolument parler la langue de Molière parfaitement. J'adore la langue de Molière, j'adore le français, voilà je suis une autrice, mais j'adore les anglicismes. Je suis vraiment une mordue, donc excitez-moi par avance, je vais continuer à utiliser le terme de new romance pour qualifier tout ce qui est romance contemporaine, romance universitaire, etc., etc. Ce gros peloton, finalement, qui a été très justement nommé par Hugo Publishing il y a quelques années. Bref, ça c'était la petite aparté du début pour vous expliquer un peu ce qu'était la new romance. Maintenant, on va parler clairement et entrer dans le vif du sujet. C'est quoi le smut ? Le smut, c'est tout ce qui se réfère à des scènes explicites de relations sexuelles entre deux personnages. Voilà, je pense que je pourrais pas plus l'indiquer clairement comme ça, à part si vous voulez que je vous fasse un dessin, mais à ce moment-là, tous ceux qui m'écoutent, notamment sur Spotify, vous n'aurez pas la vidéo, donc ça ne servira à rien. Grosso merdo, le smut, c'est un peu la continuité du lemon. Pour ceux qui ont connu cette époque sur Wattpad, voilà, quand on disait attention lemon, c'était un peu en mode attention, ça va être caliente caliente pendant ce chapitre, si t'es pas à l'aise avec ça, swipe. Et le smut, pour moi, c'est un peu la continuité du lemon. Dans l'imaginaire collectif, aujourd'hui, on s'est accordé pour dire smut dès qu'il s'agit de relations explicites, donc on va pas chipoter, je vais dire smut pendant cet épisode de podcast. Déjà, pour mettre un petit peu de contexte, et j'en profite d'être en début de podcast pour vous le dire, toutes les sources seront citées sur la description de la vidéo YouTube, et si je le peux, en description du podcast sur Spotify. Mais donc voilà, vous aurez toutes mes sources en barre d'infos, donc si vous voulez aller creuser des sujets, allez-y, si vous voulez aller vérifier que je dis pas de la merde, allez-y aussi, il y a aucun problème, et si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. L'erreur est humaine et je suis pas quelqu'un qui a la science infuse. Bref, ça c'était pour le petit disclaimer d'avant-podcast. Contexte édito, puisqu'en fait la new romance c'est un truc qui a explosé récemment grâce notamment à l'émergence du BookTok, donc du site littéraire de TikTok. C'est un marché qui est en plein essor depuis beaucoup d'années. Par exemple, on était à 6 millions d'exemplaires vendus en France en 2023, soit 75 millions d'euros. Eh ben putain, les lectrices ont de la thune. Les lectrices et les lecteurs d'ailleurs. Donc un assez gros chiffre, mais avec l'essor de ce nouveau genre, il y a forcément eu des polémiques, et notamment les polémiques sur le fait qu'on a beaucoup de mal à trouver des romances sans smut. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois, je pense. Je me rends à une librairie assez connue et très implantée en France, et je me mets à chercher, voilà, ma prochaine lecture, etc. Je crois que c'était à l'époque où j'étais en train de lire Wildfire de Anna Grace, du coup je cherchais Daydream, enfin bref, j'étais vraiment dans ce truc de chercher de la romance, et j'entends les vendeuses parler entre elles, notamment d'un livre de Anna Wang que vous retrouvez juste là. J'ai vraiment l'impression d'être une présentatrice météo avec ce décor de bouquin, mais bref, vous avez compris. Donc, elle parlait du livre King of Sins, donc qui est une des sagas de Anna Wang, notamment liée avec celle de Twisted Love. Une des vendeuses disait « J'ai ouvert le livre et je suis tout de suite tombée sur une scène de smut, du coup, où le mec est hyper dominant, machin, blablabla, bref. Et en fait, elle le disait pas en mode je te donne l'info. Elle le disait vraiment en mode t'imagines qu'il y a des personnes qui disent ça. Et en fait, c'est un peu cette expérience-là qui m'a donné envie de créer cet épisode de podcast-là, puisque c'est quoi ce jugement ? Pourquoi on juge les gens qui lisent des scènes smutty ? Genre, c'est quoi le problème ?
Mais avant de rentrer dans ce genre de questions qui pour moi ont un côté très sociétal, beaucoup de sociologie et aussi pas mal de féminisme, on va déjà expliquer pourquoi est-ce que le smut c'est valorisant entre guillemets de le retrouver dans la littérature. Déjà, le smut, il est hyper valorisant dans le sens où il permet d'exprimer la libido féminine. C'est un peu une sorte de empowerment, donc le fait de gagner en puissance. Aussi pour découvrir les aspects plus sombres, entre guillemets, pas sombres dans le sens où ils sont mauvais, mais sombres dans le sens où ils sont très flous pour beaucoup de personnes, notamment ceux du consentement ou même de certains kinks qu'on pourrait avoir et qu'on n'admet pas, etc. Bref, en soi, le smut dans les livres, c'est pas nouveau. En plus, ça a été démocratisé il y a encore bien longtemps. Mais le fait qu'aujourd'hui on sache qu'il y en a et qu'on l'assume, bah ça soulève pas mal de questions. Mais d'un autre côté, ça permet aussi d'avoir cette notion de la femme, parce que oui, en général, on reproche plus aux femmes leur lecture qu'aux hommes. La femme lit des choses qui pourraient s'apparenter à du porno pour un homme et on la bâche pour ça. Parce que la femme doit être pure, parce que la femme doit garder sa virginité, parce que la femme ne doit pas avoir des idées salaces, parce que la femme doit rester une enfant toute sa vie. Mais alors le smut c'est aussi intéressant dans le sens où c'est une renaissance culturelle qui est portée par les plateformes. C'est-à-dire par exemple avec les fanfictions, les réseaux sociaux, etc., bah, on offre aux femmes, encore une fois, une voix sexuelle affirmée. C'est-à-dire qu'on arrête de se cacher pour faire nos petites affaires, on arrête de cacher le désir qu'on peut avoir et on assume pleinement notre part de féminité et notre libido. Chose qui avant ne se faisait pas, puisque avant c'était extrêmement mal vu. On démocratise le fait que la femme aussi a du désir, a une libido et a des envies concernant les rapports sexuels, tout simplement. Parce qu'avant, on ne bâchait pas les hommes qui regardaient du porno. C'était même admis tacitement entre les personnes que les hommes regardaient du porno et que voilà, ils faisaient leurs petites affaires devant du porno, pas souvent réaliste et pas souvent éthique. Il y a le porno en vidéo, il y a les romances érotiques et il y a le smut. Les romances érotiques, c'est un genre. C'est-à-dire que les romances érotiques, elles sont démocratisées pour être plus qu'on ne va apparenter littéralement à du porno écrit. Alors que le smut, c'est vraiment juste des scènes dans des romances qui traitent de base d'un autre sujet. Bref, donc le smut, ça a un effet sur le lectorat qui est relaxant, on s'affirme, on a de la confiance en notre sexualité, en nos envies. Mais une chose qui revient quand même assez souvent avec ce sujet-là, c'est attention aux attentes irréalistes. C'est-à-dire que, oui, dans les livres que vous voyez derrière moi, toutes les relations sont consenties, sont belles, finissent en happy ending, finissent bien, les hommes sont attentifs aux désirs des femmes. D'ailleurs, je le précise, mais je parle principalement de romances hétérosexuelles, puisque, personnellement, je n'ai lu que ça. Enfin, j'ai quelques livres queer dans mes bibliothèques, mais c'est principalement du young adult, parce que pour l'instant, je suis pas allée encore dans la new romance queer. Même si, de toute manière, tout ce que je dis s'applique aussi aux romances queer, finalement. Il n'y a pas trop de délimitation entre les deux. Mais voilà, quand je vais donner des exemples, je vais parler d'un homme et d'une femme par simple habitude et j'espère que ça choquera personne et si c'est le cas, je m'en excuse, je suis désolée. Je disais donc, ce type d'écrit pose aussi un problème dans le sens où on a peur que les femmes aient des attentes irréalistes en termes de relations. Moi, j'ai plus l'impression qu'on a peur que les femmes aient peur d'avoir des standards. Voilà. Je parlerai pas de certaines tropes comme les romances billionnaires qu'on peut voir ici. C'est un autre délire. Soyons honnêtes, dans la majorité de ces livres, on parle pas d'hommes qui tiennent pendant des heures, on parle pas de relations où il y a une dizaine d'orgasmes. Genre franchement, je trouve les relations dépeintes dans ces bouquins hyper réalistes et pas du tout visant un idéal, vous voyez? C'est-à-dire que dans ces romances-là, en fait, ce qui est vachement intéressant, je trouve, qu'on ne retrouve pas dans le porno vidéo, c'est le fait que bah il y a des fois où ça fonctionne pas. Voilà. Il y a des fois où le chapiteau du mec, bah il se dégonfle et c'est pas grave. Et les personnages en rient et c'est pas grave, on démocratise aussi cet aspect-là. Ou alors il y a des fois où la nana n'a pas envie. Et pareil, on démocratise le fait que bah tu peux te chauffer et puis tu peux ne plus avoir envie, etc. Bref, pour moi, le fait de dire attention, tu vas avoir des attentes irréalistes, etc., c'est un peu l'argument pour dire c'est pas la vraie vie. Ouais, sauf que les vidéos de porno, c'est pas la vraie vie non plus. Et pourtant, on va pas dire aux mecs de ne pas avoir des attentes irréalistes. Voilà. Mais alors, il y a quand même une certaine critique à avoir sur la new romance et personnellement, je garde quand même en tête que c'est un genre qui peut poser problème sur certains aspects, pas sur tous, mais voilà, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a quand même une certaine nuance à apporter, notamment sur le fait que c'est un marché qui cible principalement les femmes, notamment les jeunes femmes, et qui véhicule parfois des clichés, voire même assez souvent.
Typiquement, dans la trope billionnaire que l'on peut observer juste ici, c'est toujours les hommes qui ont le pouvoir financier. Ce que je trouve personnellement assez dommage. Je peux vous mentir. De la même manière, en général, quand on parle de romance sportive, c'est souvent l'homme qui va être du coup dans le milieu sportif et la fille qui va être à côté. Pareil, je trouve ça assez dommage, même si on retrouve quand même des romances où les deux sont dedans, par exemple Icebreaker, Rebel University 4, qui est franchement un super bon livre, et qui est queer. Donc il y a quand même des fois où la femme, entre guillemets, pas plus de pouvoir, parce qu'on parle vraiment de relations d'égal à égal, mais a plus la dominance financière, mais c'est rare, c'est franchement super rare, et ça, typiquement, je trouve que c'est un truc qui est vachement dommage et qui serait à explorer dans la new romance sur les prochaines années, c'est le fait que on est des tropes billionnaires où c'est la nana qui est pleine aux as. S'il vous plaît, écrivez-moi un putain de livre où la nana est pleine aux as, c'est une working girl et tout, et elle va tomber amoureuse d'un mec qui a sa petite vie tranquille et tout. Leurs univers vont un petit peu s'entrechoquer, mais ça va être mignon. Voilà. Aussi, dans la new romance et le smut, on a des autrices qui questionnent leur légitimité, notamment à écrire du queer lorsqu'elles ne le sont pas. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'on a peu de romances queer et de romances un petit peu engagées sur le marché. C'est parce que c'est encore un truc qui est très touchy, autant pour les consommateurs qui sont pas forcément habitués. On parle même pas du fait d'avoir un dégoût envers la chose. J'exclus complètement de mon discours les personnes qui peuvent être transphobes, homophobes, etc. Vous, franchement, si vous êtes là, si vous êtes sur ce podcast et que vous êtes homophobe, franchement, barrez-vous. Mais plus sur le fait que les consommateurs sont pas habitués à cette nouvelle norme du fait que y a plein de sexualités différentes et c'est génial, et une personne lesbienne peut aller lire une romance hétéro tout comme une personne hétéro peut aller lire une romance lesbienne, etc. C'est quand même un truc qui, pour l'instant, n'est pas ancré dans les codes de la société, même si ça arrive petit à petit. Et au niveau des auteurs, c'est aussi un petit peu touchy d'écrire sur quelque chose que on n'expérimente pas du tout. Alors, vous allez me dire, oui, mais on écrit bien des dystopies, on écrit bien des fantaisies, alors que, personnellement, je sais pas vous, mais j'ai jamais monté à dos de dragon pour traverser le ciel et aller faire une guerre. Certes. Mais il y a quand même une différence entre imaginer un univers complètement parallèle et parler de choses réelles de la vie de certaines personnes que potentiellement tu ne connais pas ou que tu n'as jamais expérimenté. Je vais être hyper honnête, je suis en train d'écrire une trilogie de romances universitaires et personnellement, il n'y a pas de relation queer chez les protagonistes parce que je ne saurais pas l'écrire. Et j'ai pas envie de faire un faux pas en disant des choses qui pourraient blesser certaines personnes juste parce que il faut le faire, juste parce que ce serait bien vu de le faire. Je dis pas que j'écrirai jamais de romance queer. Au contraire, j'aimerais énormément me pencher sur ce sujet et découvrir ce nouvel angle que pourrait avoir la new romance parce que finalement, ça sort quand même beaucoup des codes de ce qu'on nous apprend à l'école et de ce que la société aussi nous donne comme référence, mais j'ai pas envie de me précipiter dans un truc juste pour être bien vu, je trouverais ça très hypocrite. Bref, je disais donc, au niveau des critiques et des nuances qu'il faut apporter à la new romance, il y a également les voix critiques sur l'impact du genre, notamment sur les jeunes et appel à alternatives littéraires. Alors en gros, ce qu'on reproche aussi un petit peu à la new romance, c'est le fait que c'est très populaire et que par conséquent, des très jeunes filles vont vouloir lire ce genre d'écrits alors qu'elles ont pas forcément l'âge de s'exposer à un tel contenu. Là, à ce moment-là, je vous dirais que c'est aussi un problème de marketing puisque on market littéralement certains livres avec des personnages cartoons sur la couverture, des petites couleurs toutes mignonnes. Évidemment, ça va attirer les jeunes personnes puisque ça se rapproche énormément des couvertures qu'on va retrouver en young adult. Donc, quelque part, la délimitation entre le young adult et le new adult en termes de marketing est très très fine et c'est très compliqué, je pense, pour les consommatrices de s'y retrouver et de savoir que ça, c'est pas à lire avant 14-15 ans. Et à l'inverse, d'autres livres que je peux avoir dans ma bibliothèque vont avoir le même style de couverture, mais vont pouvoir être lus à 10-11 ans. Donc je pense que là-dessus, il y a à la fois la responsabilité des maisons d'édition et du marketing qu'on fait autour, la responsabilité aussi des créateurs et des créatrices littéraires qui font la promotion de ce genre de livres sans pour autant mettre de trigger warning et dire attention, on évite avant tel âge, etc. C'est vraiment adressé à des nouveaux adultes, donc à des personnes qui ont entre 18 et 25 ans en général. Il faut faire attention à comment on parle des choses. Et il faut faire attention à ne pas émettre de jugement non plus sur certaines choses. Et c'est là où on va rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet. En bref, pour résumer ce point-là, il faut faire attention à comment est-ce qu'on parle des choses. Et il faut faire attention tout simplement à comment on market les choses, à qui on s'adresse, comment on le fait. Bref, parlons maintenant un peu plus de l'aspect féministe qui pour moi est vraiment ancré dans la new romance. Au-delà du fait que ça libère la voix de la sexualité pour beaucoup de personnes, il y a aussi le fait que on va bâcher des livres qui contiennent du smut
comme par exemple les vendeuses que je vous ai évoquées plus tôt, alors qu'à mon avis, ça devrait pas être un critère sur lequel on juge un livre. Je m'explique. Le smut pour moi, c'est comme une trope. C'est-à-dire que y a des personnes qui détestent les triangles amoureux et qui du coup ne vont pas en lire. Voilà. Il y a des personnes qui adorent les triangles amoureux et qui vont en lire. Le smut pour moi c'est un peu pareil dans le sens où on connaît tous nos goûts et nos affinités pour les scènes un petit peu plus explicites, que ce soit dans les films ou dans les livres, et il y a des personnes qui aiment bien lire ce genre de choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ça leur permet de s'évader d'une certaine manière, parce que ça leur permet de réparer des blessures passées, parce que ça leur permet tout simplement de kiffer. Finalement, il n'y a pas besoin d'explication, tant qu'elles ne font de mal à personne, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait empêcher les personnes de lire ce genre de choses. Mais d'un autre côté, on va quand même avoir cette petite touche, je pense, d'hypocrisie sur certains trucs, où on va avoir des personnes qui vont aller dire « Ah, mais tu lis du smut ?» et on va être jugé là-dessus. Ou alors « Ah, tu lis pas de smut ?» on va être jugé là-dessus. Et de la même manière, certaines consommatrices et certains consommateurs vont aller juger des livres parce qu'il y a du smut dedans ou pas. Qu'est-ce que j'entends par là? En gros, pour moi, il ne faut pas dénigrer des œuvres qui contiennent du smut, tout comme il ne faut pas faire du smut un argument marketing. Pour moi, et encore une fois, là, c'est vraiment juste mon opinion et vous pouvez complètement en avoir un différent, le smut, c'est juste une caractéristique. Ça devrait pas être quelque chose qui est mis en avant pour faire vendre le livre, tout comme ça devrait pas être quelque chose qui est mis en avant pour qu'on n'achète pas le livre. En fait, pour moi, à partir du moment où on porte un jugement sur la présence de smut dans un livre, on a un problème avec le féminisme et le fait que les gens lisent ce qu'ils veulent. Personnellement, je peux lire des livres sans smut. Tout comme je peux en lire avec beaucoup de smut. Et j'ai aucun souci avec ça parce que ma sensibilité fait que lire beaucoup de smut, ça ne me gêne pas. À part quand, par exemple, ce sont des relations malsaines, style dark romance, et que là, par exemple, je sais que moi, j'irai pas sur ce terrain-là parce que ça ne me plaît pas, parce que ça me dérange, parce que ça me gêne. De la même manière, il y a des lectrices et des lecteurs qui n'aiment pas lire des scènes très très explicites ou très très développées, et du coup ne vont pas aller vers les livres avec du smut. Et c'est ok, on va pas les blâmer pour ça, mais on va pas non plus les congratuler pour ça. Parce que sinon, selon moi, on ferait un petit peu encore l'apologie de la pureté, dans le sens où, tu lis pas de smut, donc t'es pur d'esprit. Genre non, ça n'a rien à voir. Les fantasmes que t'as dans ta tête, ça n'a pas forcément de lien direct avec ce que tu lis. Alors ça peut en avoir, hein, je dis pas. Probablement des gens qui lisent des trucs parce qu'ils ont des fantasmes dans leur tête qu'ils ont pas envie de faire dans la vraie vie, mais du coup ils le lisent. Mais il y a parfois aussi des gens où juste, ils lisent des trucs, et ça les gêne pas, et basta, ils passent à autre chose. En bref, pour moi, on ne devrait pas juger les lectrices selon le fait qu'elles lisent de la romance érotique, ou qu'elles lisent de la new romance avec du smut, ou qu'elles lisent plus ou moins des scènes explicites. On devrait juste vraiment s'occuper de notre bibliothèque. C'est la conclusion de cet épisode. Ouah, je me rends compte que plus l'épisode avance et plus je me ratatine dans mon fauteuil. Tout ça pour dire, je pense qu'on arrive à la conclusion de cet épisode, c'est que, selon moi, le smut ne doit pas définir la valeur d'un livre, tout comme le smut ne doit pas devenir un critère pour lire un livre, tout comme l'absence de smut ne doit pas en devenir un non plus, à part si on est gêné par ça. En fait, à partir du moment où c'est jugé sur la valeur morale qu'on pourrait assigner au fait de lire du smut ou non, je trouve ça un petit peu malsain dans le sens où laissons juste les gens lire ce qu'ils veulent. Tant que ça fait de mal à personne, je considère qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Je dis bien à peu près. Tout en étant conscient de ce que ça implique ou non. En bref, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un bâcher une autre personne parce qu'il y a des scènes explicites dans son livre, dites juste, ça fait de mal à qui? Et honnêtement, si vous kiffez lire du smut, que vous soyez homme, femme, trans, je m'en fous, juste kiffez votre vie. Voilà. Avant de conclure cet épisode, je voulais quand même vous parler d'un petit truc que j'ai trouvé hyper smart. C'est une autrice qui s'appelle Nadège El Nelissen, qui est en pleine campagne sur Ulule au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, et qui en gros va sortir un livre qui s'appelle L'Élixir des âmes. Et ce livre, elle le propose en deux versions différentes, une avec du smut et une autre sans. Et ça, je vais vous mentir, je trouve ça hyper smart. Alors au-delà de la présence des scènes dans le bouquin, il y a aussi les pages de garde qui changent. Voilà, la version smut, c'est une page de garde avec vraiment les personnages nus comme des vers, alors que la page de garde soft est avec des petits draps, etc. Enfin, c'est beaucoup plus soft. C'est dans le titre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme manière de faire, et je trouve que c'est peut-être un truc qui va un petit peu plus se démocratiser, notamment avec les grands ouvrages, j'ai envie de vous dire, style tout ce qui est un petit peu en fantasy, notamment tout ce qui va être à Cotard, etc. Je me demande si ce serait pas un bon délire de questionner les auteurs sur
la présence d'une deuxième version plus soft pour les personnes qui, voilà, auraient un certain souci avec le smut, parce que, encore une fois, il n'y a aucun problème à ne pas vouloir lire de smut. Voilà, vous pouvez très bien sauter les scènes, mais si, par exemple, dans les scènes de smut, il y a des informations hyper importantes, ça peut poser problème. Donc, est-ce que, en tant qu'auteur, on n'a pas aussi une responsabilité à prendre quand on écrit des scènes de smut pour que elles soient utiles, mais elles soient pas essentielles à notre récit? C'est le point que je voulais soulever avec vous. En tout cas, je trouve que Nadège a eu une idée excellente en proposant 2 versions différentes et je tenais à le souligner pour que, voilà, ça puisse peut-être faire son petit chemin dans vos oreilles. Voilà, parce que je trouvais ça important de préciser qu'il y a quand même des gens qui cherchent des alternatives pour satisfaire tout le monde et typiquement, je trouve que cette alternative-là est super et voilà, c'était la petite parenthèse de cette fin d'épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si vous avez des réflexions au sujet du smut dans la new romance, du fait que ce soit critiqué, que ce soit mis en avant, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un sujet que j'essaye de creuser petit à petit, mais ça relève tellement d'enjeux sociétaux et aussi d'enjeux sur mes propres croyances que je vous avoue que c'est un truc où, voilà, je cherche encore le bon équilibre pour être en accord avec mes valeurs tout en ayant quand même une vue assez progressiste de la chose. Et c'est compliqué. Franchement, je vais pas vous mentir, cet épisode est compliqué à faire pour moi parce que je sais que ce que je dis maintenant sera peut-être pas en accord avec la personne que je serai dans 2 semaines. Voilà, parce que je vais découvrir de nouvelles choses, parce que, etc. Mais en tout cas, j'espère que ça aura pu vous faire réfléchir sur votre consommation de new romance, de smut, et notamment aussi s'il y a des personnes qui pouvaient avoir un certain jugement envers les livres qui contenaient du smut. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu plus ouvert l'esprit sur l'implication de la lecture de smut chez une personne, qu'elle soit femme, homme, trans, encore une fois, on s'en fout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux pas le louper, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube ou d'enregistrer ce podcast si tu m'écoutes sur Spotify. Et sur ce, je n'ai qu'à te dire bye!